inclus dans la licence Windows parce que ça nous paraissait finalement un schéma qui avait été déjà adopté assez largement par l'industrie sur grands systèmes, sur les différentes plateformes RISC, Unix, et que ça nous paraissait effectivement assez naturel. Le deuxième point qui a déjà été mentionné, c'est que les licences existantes, qu'elles soient associées à des machines physiques, elles restent valables si vous choisissez de passer ces machines physiques en environnement virtuel, les fameuses opérations de P2V. La licence bascule avec la machine virtuelle. Et puis le dernier point, c'est que toutes les règles de licence que l'on peut avoir liées à la virtualisation, elles sont valables quelle que soit la technologie de virtualisation que vous utilisez. Donc il n'y a aucun biais dans la licence qui favoriserait une technologie de virtualisation par rapport à une autre, que vous soyez en environnement VMware, que vous soyez en environnement Xen Server, que vous soyez en environnement Xen dans une distribution ou KVM dans une distribution autre. Les règles de licence sont exactement les mêmes quel que soit l'environnement sous-jacent en termes d'hyperviseur. Ça, c'est une question qu'on posera à Monsieur Dubo tout à l'heure. Je crois que je vais ajouter un petit mot sur ça. C'est effectivement, on est tous là sur Solutions Linux, monde libre. Et demain, je crois, Nick aussi, tu vas parler un petit peu de ça, sur tout ce qui est licence et OS. Juste un petit point quand même sur ça. Si on croit EDC, ils ont fait un white paper il n'y a pas longtemps sur Software Appliances. Ils pensent que 70% de tous les appliances qu'il va construire jusqu'à maintenant à 2012, 70% va être fait sur non-paid Linux. 70%. Par contre, il dit, effectivement, en 2012, Microsoft va commencer à venir plus fort parce qu'aujourd'hui, niveau Azure, niveau Hyper-V, c'est vraiment le lancement de ça. Aujourd'hui, il y a des autres types de solutions qui sont déjà là. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour tout ce qui est clonage, parce que quand on clone une machine virtuelle, vous avez deux machines qui tournent. Donc, c'est vraiment important, si vous avez une licence Windows, que vous achetez deux licences Windows. Et le bouton clonage, c'est très, très facile. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, beaucoup plus de gens vont commencer à utiliser des briques logicielles libres et notamment aussi les systèmes d'exploitation libres à cause de ça. C'est pas moi qui vais te contredire. Monsieur Dubo, peut-être vous... Non, juste un tout petit commentaire sur la virtualisation des licences OEM. Elles peuvent être virtualisées. Par contre, elles vivent et meurent avec la machine. Ça veut dire que si vous conservez la machine en l'état présente dans la société parce que vous la réutilisez elle-même comme un host ou comme une autre machine, elle reste valable. Par contre, si la machine part chez le broker ou sort en tout cas de votre amortissement, à ce moment-là, la licence n'est plus utilisable avec. Donc, c'est pas réellement qu'on peut pas virtualiser une licence OEM. C'est que vous devrez conserver la machine aussi longtemps que vous conservez la licence OEM, même associée à une machine virtuelle. Excusez-moi, je confesse mon ignorance là, mais comment on fait pour savoir que la machine part chez le broker si c'est virtualisé ? La machine physique ? Oui. Parce que si vous avez une gestion des amortissements et des immobilisations, votre machine, le jour où elle part chez le broker, elle quitte normalement effectivement votre tableau d'amortissement ou votre... Il suffit de la garder à la cave et... Oui. D'accord. Pardon. D'un autre côté, par contre, il y a quand même quelque chose, et ça je pense que c'est très intéressant, en tout cas pour les hébergeurs qui font surtout ce qu'on appelle du SaaS, du Software as a Service, donc souvent sur des environnements virtualisés et avec des systèmes d'exploitation Windows. Il y a quand même la licence en mode hébergeur type SPLA chez Microsoft qui est vraiment très très appropriée pour ce mode de fonctionnement et qui clairement par rapport au retour sur investissement, au plan d'investissement, etc., qui est quelque chose de vraiment intéressant pour les hébergeurs. La preuve en est que VMware va lancer un système de type licence SPLA. C'est-à-dire, SPLA, c'est quoi ? C'est on paye à l'usage. C'est-à-dire que c'est déclaratif, c'est spécial, uniquement pour les hébergeurs. Vous avez un client, il reste 6 mois, vous payez Microsoft 6 mois. Le client part, vous arrêtez de payer et c'est quelque chose qu'on paye au mois le mois avec différents critères. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même... Quand entre guillemets, on est sur un système qui n'est pas libre, sur lequel on doit s'acquitter d'une licence, quand on est hébergeur, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. C'est quelque chose à laquelle vous avez recours aussi, monsieur Vanière, par exemple ? On fait que du Linux et il n'y a aucune licence, donc on n'a pas ce problème. Oui, d'accord.
Monsieur Renard. Oui, typiquement aussi, nous avons le même type de licence. Pour nos logiciels de sauvegarde, on a un mode abonnement qui permet spécialement aux hébergeurs de proposer les services de sauvegarde et que ceux-ci puissent être interrompus par leurs clients et a fortiori qu'ils puissent arrêter la licence spécifique de ce client à ce moment-là. Évidemment, un coût bien plus intéressant qu'un achat d'une licence perpétuelle. D'accord. Il y a quelque chose... Bon, la notion de appliance, ça commence à être un petit peu connu, mais j'aimerais bien que vous reveniez dessus, Monsieur Weir, pour nous expliquer exactement comment se présente à la fois votre offre et puis comment elle se place par rapport à toutes les solutions de virtualisation. En fait, un software appliance, c'est rien d'autre qu'un ensemble de packages. Donc, le moment que vous voulez venir sur le monde de virtualisation ou même cloud computing, il faut faire un software appliance. C'est incontournable. Même une machine physique, c'est un software appliance parce que un software appliance, c'est rien d'autre d'une façon de packager votre solution prêt à installer, déployer et provisionner. Voilà. Donc, chez UShareSoft, c'est l'entreprise qu'on a démarrée en 2008. C'est vraiment pour aider les gens à construire les software appliances pré-installation. Quand vous allez voir toutes les solutions aujourd'hui au monde, même les gros acteurs, VMware avec vSphere, IBM avec Tivoli, HP avec Open Source, Microsoft même avec Azure, avec CUT qui arrive, Eucalyptus avec Ubuntu. Eucalyptus, c'est une entreprise séparée, mais ils font un partenariat assez proche. C'est vraiment tout ce qui est les deuxième partie, c'est-à-dire le provisioning, monitoring, management, billing, qui est très, très, très important. Par contre, tous les contenus en avant, tout le monde, enfin pratiquement tout le monde aujourd'hui, font ça à la main. Donc, UShareSoft, c'est une des entreprises aujourd'hui qui offre une plateforme en ligne pour vraiment fabriquer ces software appliances dans une manière industrialisée. Voilà, donc un ISV, éditeur logiciel, pouvait venir construire son software appliance dans une manière prédictible, consistante, et après construire tous les différents types de formats existants aujourd'hui et pousser ça dans n'importe quel type d'infrastructure en utilisant la deuxième partie qui est Eucalyptus avec Ubuntu ou IBM avec Tivoli ou autre. Voilà, en gros. C'est un type de problème que vous rencontrez dans le cadre des projets de virtualisation, ce problème de l'assemblage en fait des packages qui doivent tenir. La problématique, encore une fois, n'est pas réellement la problématique de l'assemblage, mais la problématique de la maintenance. C'est-à-dire comment est-ce que je fais vivre durant son cycle de vie cette image en s'assurant qu'elle continue à recevoir les derniers patchs de sécurité au moment où il le faut. Comment est-ce que je vais pouvoir subir une montée de version de l'OS sous-jacent, de l'application? Est-ce que ceux-ci sont compatibles? Est-ce que mon assemblage va tenir le coup? Et les outils qu'offre UShareSoft permettent de gérer ça d'une façon beaucoup plus simple pour l'utilisateur lambda. Il y a d'autres méthodes que celle-ci, mais je crois que James a développé là une plateforme qui est très, très belle, qui offre un service assez important tant qu'on est sur du logiciel libre. Quelqu'un d'autre sur la question? Les appliances virtuelles, elles tirent profit des fonctionnalités d'isolation offertes par la virtualisation, et j'allais dire, nombreux sont les éditeurs à vouloir en tirer profit parce que ça leur permet de fournir des environnements qui vont être plus stables dans le temps et sur lesquels les matrices de tests d'interopérabilité et de compatibilité avec les couches sous-jacentes seront plus réduites et donc pour eux avec des coûts d'intégration moindres. Donc aujourd'hui, des éditeurs de CRM ou des éditeurs de solutions type ERP ou etc. regardent de très près cette notion d'appliance virtuelle parce que ça leur permet de mettre des environnements en œuvre chez leurs clients
avec une charge d'intégration qui sera très largement réduite. Donc je pense qu'il y a vraiment un marché pour le appliance virtuel, que ce soit en monde, dans tous les mondes.